Et je vais appeler pour ça Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. On vient d'évoquer d'ailleurs un certain nombre d'expérimentations qui ont eu lieu dans son département. Je vais appeler Anne-Claire Mialot, la directrice générale de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et enfin Damien Alouche, qui est à la fois le maire d'Épinay-sous-Sénart et le secrétaire général de l'association Villes et Banlieues. Je rappelle d'ailleurs, y compris à nos intervenants, que toutes ces tables rondes sont filmées et que s'ils l'acceptent, nous en diffuserons des capsules vidéo dès cette semaine pour que tous ceux qui n'étaient pas là puissent profiter de l'ensemble de ces tables rondes. Alors, très heureux de vous accueillir tous les trois. Peut-être une première question sur les institutions que vous représentez, sur la question de vieillir en banlieue, de vieillir dans les QPV. Évidemment, à tous ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, ça apparaît presque un oxymore, vieillir en banlieue, parce qu'on a toujours l'image que la banlieue, c'est plutôt les jeunes, c'est plutôt des populations d'origine étrangère, c'est plutôt des populations en difficulté sociale. Évidemment, tout ça est quand même beaucoup plus contrasté. Et ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, y compris par des bailleurs sociaux, les locataires du parc social, y compris donc en banlieue, sont maintenant très largement âgés de 50 ans et plus. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, peut-être de nous dire, pas qui vous êtes, mais d'où vous parlez, et de votre institution, le département, l'ANRU, une commune, quelle est votre capacité aujourd'hui, quelle est la façon dont vous appréhendez ce sujet du vieillissement en banlieue. Donc, qui êtes-vous, d'où parlez-vous, je vais dire, et puis après, on parlera de vos actions concrètes sur ces questions. Stéphane. Donc, Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis, et donc vous devez effectivement vous demander, mais qu'est-ce que fait le président du département de la Seine-Saint-Denis qui passe son temps à expliquer que ce territoire est le plus jeune de France hexagonale? C'est vrai, nous sommes certainement, il paraît qu'il y a le Val d'Oise qui rivalise avec nous sur cette donnée-là, mais nous sommes le département le plus jeune de France hexagonale, et pourtant, finalement, cette question démographique, cette transition démographique, elle est devant nous pour plusieurs raisons. Je voudrais vous donner quelques chiffres. La Seine-Saint-Denis, c'est 260 000 personnes âgées de 60 ans et plus. C'est plus que toute la population de la Nièvre. Et donc, c'est dire la question massive qui est devant nous. Un autre chiffre, en une génération, le nombre de 75 ans et plus va doubler dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et une autre des caractéristiques de la Seine-Saint-Denis, ça aussi, c'est que c'est un département populaire, avec un revenu moyen par habitant un des plus faibles d'Île-de-France et même de France. Et donc, ce qui fait, par exemple, j'ai moins de personnes âgées en Seine-Saint-Denis que mon voisin des Hauts-de-Seine, mais le département de la Seine-Saint-Denis paye plus d'allocations pour l'autonomie des personnes âgées. Bon, ça, c'est assez simple à comprendre. Les personnes âgées de Seine-Saint-Denis, elles sont plus abîmées par la vie. D'ailleurs, la dépendance y est plus précoce. 17% des personnes âgées de Seine-Saint-Denis sont bénéficiaires de l'APA à domicile. Elles ont 17% d'entre elles sont bénéficiaires de l'APA à domicile ont moins de 75 ans. La moyenne en Île-de-France est 13%. Et donc, elles sont plus abîmées par des parcours de vie souvent plus difficiles, et puis elles ont moins de ressources. Donc, cette question, c'est vraiment un mur démographique, et donc le département, compte tenu des compétences qui sont les siennes autour des politiques de solidarité, du médico-social, a décidé depuis quelques années maintenant de prendre à bras-le-corps cette question, notamment à travers l'élaboration, qui est un document obligatoire pour les départements, le schéma autonomie, parce qu'encore une fois, dans un territoire particulièrement concerné aussi par la rénovation urbaine, il faut le dire, jusqu'à présent,
c'était un peu un angle mort des politiques publiques, et en particulier des politiques de rénovation urbaine, où les maires, disons-le, étaient plus préoccupés, et c'est normal, par la nécessité de rénover, d'ouvrir des crèches, des écoles maternelles ou élémentaires, que finalement de penser tout de suite la transformation de la ville, et c'est un enjeu essentiel. Et donc, à la place qui est la sienne, le département a décidé de faire de cette question un enjeu majeur pour la transformation de nos politiques publiques. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Olivier Richoux, qui est dans un département qui compte un petit peu moins d'habitants et un peu plus rural, nous expliquait à quel point, effectivement, les départements, historiquement centrés sur la question de la perte d'autonomie, eh bien, étaient obligés d'ouvrir la focale, comme tu viens de le préciser. Quand, il y a 3-4 ans maintenant, on m'avait demandé de faire un petit rapport interministériel, le premier qui m'a appelé, c'était le directeur général de l'ANRU, Nicolas Grivel, avant vous, Anne-Claire, et ça m'avait étonné en me disant mais pourquoi il s'intéresse au vieillissement, bon, jusqu'à ce que je découvre évidemment l'ensemble des travaux que vous menez consécutivement au vieillissement qu'on vient de décrire là. Donc l'ANRU s'intéresse au vieillissement. Alors l'ANRU, pour toutes celles et ceux qui connaissent mal cette agence, c'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine, une agence qui a été créée il y a 20 ans pour porter la rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sélectionnés, vous le savez, par rapport à leur dysfonctionnement urbain. Des quartiers, ça a été dit à l'instant par le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui sont encore à dominante particulièrement jeune, hein. Les chiffres sont très clairs, 39% des habitants des QPV ont moins de 25 ans, contre 30% dans l'unité urbaine correspondante, et pour les parts des plus de 60 ans, 18% dans les QPV contre 26% sur l'unité urbaine. Mais par contre, on a un phénomène qui a été très bien décrit à l'instant par Stéphane Troussel, c'est-à-dire une forte augmentation des populations vieillissantes, avec un doublement sur les 20 dernières années dans l'ensemble des QPV, et qui va s'accélérer encore très probablement, du nombre de personnes âgées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc l'enjeu qui est devant nous, il est assez simple. On est face à des quartiers qui souvent concentrent à la fois des dysfonctionnements urbains, des aménagements qui peuvent être obsolètes, des bâtis qui sont parfois aussi obsolètes, on en a parlé juste avant sur le logement social, mais aussi des équipements qui sont majoritairement tournés vers la jeunesse, parce que ce sont des quartiers historiquement où il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, et donc des équipements majoritairement centrés sur l'accueil des jeunes enfants de la crèche à l'école, en passant par les équipements sportifs ou les centres de loisirs. Et donc l'enjeu qui est le nôtre à l'ANRU face à cette question, c'est de se dire, alors qu'on a une population qui va vieillir dans les quartiers politiques de la ville, que cette population est par définition extrêmement précaire, parce que c'est la définition des quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc plus vulnérable par rapport à ce vieillissement, avec plus de difficultés peut-être à accéder à l'ensemble des services. Comment on peut accompagner les collectivités territoriales, parce que c'est notre rôle, dans la réflexion sur ces projets de renouvellement urbain, pour prendre en compte la question du vieillissement, à la fois sur le bâti, l'adaptation du bâti, ça a été très bien décrit juste à l'instant par les orateurs de la table ronde précédente, mais également sur les aménagements, sur les équipements qu'on peut mettre à disposition. Et c'est bien cette logique ensemblière de l'ANRU qui est intéressante pour penser le vieillissement à l'échelle d'un quartier. Et je pourrais vous reparler tout à l'heure, si vous le souhaitez, de l'innovation que nous avons portée à Pau, dans le quartier Saragosse, parce que certes, c'était une thématique qui était moins prise en compte dans un certain nombre de projets de renouvellement urbain, mais certains quartiers dans certaines villes étaient déjà confrontés à cette problématique du vieillissement et nous ont demandé de les accompagner de manière prioritaire. Et c'est un bel exemple, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Je sais que le maire de Montpellier va intervenir tout à l'heure. Il pourra aussi décrire tout ce qu'il a fait dans sa ville sur le sujet. Merci. Effectivement, on va revenir sur le quartier Saragosse. Damien Allouche, tu es maire de Épinay, sous Sénart, mais aussi secrétaire général de Ville et Banlieue. Et je crois que tu es en charge du grand âge au sein de l'association Ville et Banlieue. Donc, comme maire, mais plus largement comme représentant ici des maires de banlieue, un petit mot aussi d'introduction. Bon, déjà, merci pour l'invitation. La manière dont j'ai eu d'appréhender la question du vieillissement de la population, c'était à l'aune de la crise Covid. Non pas qu'avant, c'était... Bon, d'abord, je suis maire depuis 2020. C'est vrai que j'ai été un petit peu habitué à la question du travail sur la question du vieillissement, parce que j'ai eu l'occasion de siéger avec Jérôme Guedj au conseil départemental, donc il portait déjà ses politiques publiques. Mais ça restait quand même assez éloigné. Et à l'occasion du Covid, on s'est évidemment rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes âgées, de plus de 70 ou 75 ans, qui, après la crise Covid, ne ressortaient plus de chez elles. Et donc on s'est confronté à voir moins de gens, alors qu'on les voyait avant
on ne les voyait plus. Alors on n'est vraiment pas sur quelque chose de scientifique, on était vraiment sur une espèce de feeling comme ça dans la ville, ça c'est marrant, cette personne on ne la voit plus, elle ne fréquente plus le service senior, on ne la voit pas au café des seniors, bref, on se posait ces questions-là. Et puis en grattant un petit peu la question, on s'est aperçu que la part des plus de 75 ans augmentait considérablement dans la ville. On était passé de 3-4% à 8-9 aujourd'hui pour passer à 12-13 dans quelques années. Et donc ça commençait un petit peu, on commençait à réfléchir. Et dans le même temps, la ville d'Épinay est concernée par un programme ambitieux de rénovation urbaine. Lorsque je suis allé voir les habitants pour leur dire que ça y est, c'était parti, la rénovation débutait, je me suis confronté à des personnes âgées de 80 ans à qui il fallait que j'explique que pour que le projet fonctionne, il fallait qu'ils déménagent pour un projet dont on connaît un petit peu la temporalité et que ça allait les emmener vers leurs plus de 90 ans. Donc il y avait un rapport à la réalité qui m'a sauté aux yeux. Et donc avec mes collègues de Ville et Banlieue, on s'est dit, écoutez, est-ce que vous avez tous la même perception? Et la réponse n'était pas forcément évidente. Et qu'à la réflexion, les uns et les autres, on commence à se dire, effectivement, on a ce sujet. Alors nous, on n'est pas des grandes... Enfin, il y a des grandes villes, la Ville et Banlieue, mais il y a des villes de taille modeste. Épinay-sous-Sénart, c'est un tout petit peu moins de 12 000 habitants, donc c'est une toute petite commune dans le nord-est du département de l'Essonne. Et donc, en fait, dès que vous avez un mouvement dans la population, ça se ressent à l'échelle de la ville. Et donc, il faut être extrêmement précis et extrêmement concret quant aux réponses à donner. Et donc, il y a ce travail d'acculturation et de réflexion globale à l'intérieur des quartiers. Et comme le disait le président du conseil départemental, une ville d'Épinay, un quartier QPV, quasiment la moitié de la ville a moins de 25 ans. Donc, on aurait évidemment tendance à se focaliser sur les moins de 25 ans et sur les familles. Mais on oublie qu'il y a un mouvement de fond qui arrive, qui est présent et qui va monter de plus en plus dans les années à venir. Et si on ne prépare pas nos villes à cette question-là, on aura un sujet même de république. Merci d'avoir planté le décor. Donc, on va rentrer peut-être dans des actions plus spécifiques. On a commencé à l'esquisser, mais dans le département de Seine-Saint-Denis, dont je rappelle qu'effectivement, il est le plus jeune avec le Val d'Oise, il y a cette espèce d'oxymore qui consiste à traiter la question du vieillissement dans le département le plus jeune de France, mais en même temps, il y a eu une opération très volontariste qui s'est passée en Seine-Saint-Denis et pas ailleurs, consistant avec l'ARS, je crois, l'ANRU justement, à aller au-devant de la rénovation des quartiers avec le prisme du sort des personnes vieillissantes. Alors, on a essayé de faire effectivement plusieurs choses. D'abord, on a, au-delà de ce qu'est l'action traditionnelle du département, des départements en général, autour de la perte d'autonomie, avec bien sûr les compétences obligatoires qui sont les nôtres vis-à-vis des EHPAD, vis-à-vis des résidences d'autonomie, on s'est dit qu'il fallait aller au-delà. Donc d'abord, on a commencé par cibler une première population âgée, mais j'ai envie de dire très autonome, en créant un nouveau dispositif qui s'appelle la carte Icaria, du nom d'une île grecque où, paraît-il, l'espérance de vie est la plus élevée au monde, et donc avec là un panel de services, un panel d'activités, un panel de loisirs, elle est gratuite. Et puis le département multiplie les partenariats avec tout un tas de structures et ça permet d'offrir des créneaux, des horaires, des services ou des loisirs à prix réduit. Mais ça, c'est pour une population, on va dire, de jeunes retraités à qui la puissance publique dit aussi vous jouez un rôle majeur dans la société de Seine-Saint-Denis. Et puis surtout deux autres types d'actions, notamment effectivement cette charte de coopération que le département a initiée avec la Caisse des dépôts, avec l'USH, avec l'ANRU, avec la DRIL, avec la CNSA, avec la CNAV également, pour donc une démarche de quartier inclusif en Seine-Saint-Denis. On a identifié une dizaine de quartiers sur lesquels, justement, on a essayé d'être exemplaire et de proposer un peu une boîte à outils autour de cet accompagnement renforcé, à la fois des collectivités locales, mais aussi des bailleurs, pour essayer de porter trois enjeux. Bien sûr, la situation des logements. Là encore, je vous donne un chiffre. Dans ces 10 quartiers, on a identifié, par exemple, que seuls 2% des logements sociaux avaient fait l'objet de travaux d'adaptation, alors même que dans ces mêmes logements, dans ces mêmes quartiers, on avait repéré que, je vérifie le chiffre, 40%
sont occupés par des personnes de plus de 60 ans. Donc c'est dire l'enjeu qu'il y avait à identifier. Bien sûr, la question des espaces communs des différentes résidences, avec à la fois le fait que la question de l'intérieur des logements, elle ne peut pas être traitée sans réflexion autour de l'accessibilité des logements, et 2/3 de ces logements étaient inaccessibles. Deuxième grande réflexion, comment on renforce l'offre de services de proximité. Je reviendrai du coup sur l'action propre du département, y compris pour répondre à cet enjeu-là. Et puis les espaces publics, comment on améliore l'accessibilité des espaces publics de ces quartiers, avec à la fois l'installation d'îlots de fraîcheur ou d'espaces de repos dans les espaces verts. Ce qui nous a donc conduit, nous, du point de vue, on a renouvelé cette démarche en 2024, à la fois pour continuer l'accompagnement de ces 10 quartiers démonstrateurs, mais aussi essaimer la démarche vers d'autres quartiers. Ce qui a d'ailleurs conduit le département lui-même à proposer un nouveau dispositif à nos partenaires locaux qui s'appelle les tiers-lieux autonomie, où là, soit en partenariat avec des villes, avec des associations, on lance un appel à projet pour qu'il y ait à peu près 25-30 tiers-lieux autonomie à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, et qui sont des lieux, la plupart du temps portés par des associations locales, et que le département va financer, tant en investissement qu'en fonctionnement, pour avoir à la fois des agents, des collaborateurs et qui se spécialisent dans l'accompagnement, tant en termes de services, d'information, de visibilité, de l'action locale qui peut être menée et des services à rendre qui peut être mené localement, et la plupart du temps c'est dans des quartiers politiques de la ville. Je pense à un quartier sur lequel j'échange en ce moment avec la directrice générale de l'ANRU, quartier des Tilleuls au Blanc-Ménil, madame la directrice, où là on a identifié une structure qui s'est installée, qui existait déjà, mais qui a élargi son offre de services pour permettre à des personnes âgées ou même des personnes en situation de handicap de trouver là suffisamment de ressources pour mieux vivre finalement dans son quartier et la maintenir sur place. C'est excessivement important parce que, et je termine par là, j'enfonce une porte ouverte, mais la précarité, elle accroît le risque de perte d'autonomie, et elle accroît aussi le risque de plus grande précocité de cette perte d'autonomie. Et donc la nécessité d'avoir ce type de lieu me paraît absolument indispensable dans des quartiers comme les nôtres. Et enfin, dernier sujet, et compte tenu des chiffres que je vous ai cités tout à l'heure en introduction de mon propos, voyez bien que ni la volonté des gens eux-mêmes, ni, disons-le, la capacité financière ne permettra qu'il y ait des places en établissement pour l'ensemble des personnes concernées. Donc on a absolument besoin à la fois de transformer la ville et de transformer les logements pour répondre à cet enjeu qui est devant nous. Je note d'ailleurs, je crois que je l'ai reçu ce matin, que les petits frères des pauvres viennent aujourd'hui même, je crois, de sortir un rapport sur la question de la précarité et la pauvreté des personnes âgées dans les QPV. Donc on est totalement d'actualité, c'est sorti ce matin même. Anne-Claire Mialot, vous avez commencé à évoquer la question du quartier Saragosse, qui a été un peu, le premier quartier où vous avez expérimenté un certain nombre de solutions spécifiques au vieillissement. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un quartier qu'on a accompagné avec notre programme d'investissement d'avenir pour accompagner la démarche innovante de la collectivité sur le sujet. Peut-être 2 mots pour caractériser en fait cette approche, et qui, à mon sens, doit être prise en compte par rapport à ces enjeux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le premier sujet, c'est qu'on a besoin d'avoir une approche globale. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut vraiment qu'on pense l'évolutivité des quartiers. Pourquoi une approche globale? Parce que si on adapte le logement, si on travaille sur la reconfiguration des logements et que le bailleur social fait son travail, mais qu'on n'a pas adapté les trottoirs, qu'on n'a pas les services publics au pied des tours, qu'on n'a pas les espaces, les îlots de fraîcheur,
on rate bien évidemment une réponse par rapport au bien vivre dans les quartiers pour les personnes âgées. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire à Pau, pour vous donner quartier Saragosse, un quartier d'habitat social assez classique, avec quand même un patrimoine arboré particulièrement généreux et donc qu'il fallait remettre en évidence. Et donc un travail d'accompagnement de la collectivité, avec à la fois un financement en ingénierie pour penser l'intégralité de la prise en compte du vieillissement sur le quartier, mais aussi d'arriver à proposer des interventions sur tous les segments qui font un projet urbain global. Et donc notamment le bailleur a travaillé sur l'adaptation de 150 logements 100% évolutifs dans le cadre de la réhabilitation des bars du quartier Saragosse. Les aménagements publics ont tous été repensés, avec notamment la place du marché, avec des bancs, ça peut paraître anecdotique, mais pour que les personnes âgées puissent aller au marché, mais également des trottoirs qui sont adaptés, une conciergerie qui peut rappeler les tiers-lieux solidaires intergénérationnels, c'est ça, de la Seine-Saint-Denis, une conciergerie qui est dans le pôle LARR, qui est financé là aussi par l'ANRU avec son fonds de co-investissement, qui permet d'apporter des services aux personnes âgées. Et puis, voilà, plus globalement, l'aménagement urbain qui a permis de repenser la place des personnes âgées dans ce quartier. Et les personnes que l'on croise, j'ai visité ce quartier il y a très récemment, nous disent voilà, leur satisfaction de l'évolution du quartier tel qu'il a été pensé. Mais c'est bien un projet global et une approche globale qui est nécessaire, parce que s'il n'y a qu'un segment de la chaîne qui intervient, on n'arrive pas à apporter vraiment ce mieux vivre pour les personnes âgées dans les quartiers. Et le deuxième point sur lequel je voulais insister avec d'autres exemples, c'est la question de l'évolutivité des lieux. On est dans une phase, je ne vais pas vous faire de couplet, vous le connaissez parfaitement, où les deniers publics se font plus rares et où il faut aussi penser de manière plus intelligente la façon dont la ville va pouvoir muter sur elle-même au fur et à mesure du temps pour répondre aux différents usages qui sont les nôtres. Et donc on finance aussi de plus en plus des équipements qui permettent de mixer en fait les approches jeunesse et vieillissement, avec beaucoup d'approches intergénérationnelles. Donc que ce soit sur des équipements publics, par exemple la médiathèque du Mas du Taureau, quartier historique de la politique de la ville à Vaux-en-Velin, intègre à la fois des espaces pour les seniors du quartier, mais aussi tous les espaces jeunesse pour permettre aussi aux personnes de se croiser, aux plus jeunes et aux plus âgés. On a également des résidences intergénérationnelles qui sont de plus en plus financées, et on voit bien qu'on a dans cette évolutivité des espaces aussi un moyen de penser la ville et la mutation de la ville dans le temps, avec des espaces qui sont plus cloisonnés selon les publics, mais qui permettent aussi d'offrir à l'ensemble des habitants des quartiers des conditions pour mieux vivre concrètement. Plus globalement, qu'est-ce que nous faisons à l'ANRU au-delà de l'accompagnement en termes d'ingénierie? On capitalise aussi les bonnes pratiques avec des guides qui ont été publiés, que vous avez cités sur le vieillissement, des partenariats comme celui avec la Seine-Saint-Denis qui vient d'être cité, mais également des financements. Sur nos financements, on va bien évidemment prendre en compte le surcoût qui pourrait être généré par les projets qui intègrent cette prise en compte du vieillissement, mais peut-être que dans le futur programme, si nous arrivons un jour à faire en sorte que la représentation nationale vote un futur programme de renouvellement urbain pour les quartiers, je pense que c'est un axe qu'il faudra probablement qu'on intègre encore plus dans nos projets pour bien prendre en compte cette mutation des populations dans les quartiers et accompagner chacune et chacun pour mieux vivre dans les quartiers. Bon, je note que dans les médiathèques, on pourra trouver maintenant du Piaf et du Jules. Voilà, Damien, dans ta ville, donc, tu as une opération en rue. Est-ce que dans la négociation que tu as eue avec ta voisine sur cette opération, est-ce que la question du vieillissement s'est invitée tout de suite et tu l'as un peu esquissé, comment les habitants eux-mêmes la vivent? Alors, ça va se jouer sur 2 temps. D'abord, pour être tout à fait transparent, j'ai hérité d'un programme de rénovation urbaine qui était à l'arrêt lorsque je suis devenu maire et qui a été redémarré en lien avec les équipes de l'ANRU, les bailleurs, l'agglomération, la terre entière, bref. Assez vite, j'ai dit là, on a un sujet sur la question de l'adaptation des logements, et on a un immeuble, c'est le 7 Chopin, qui aujourd'hui a 20 logements. On désosse complètement les 20 logements et on en fait 40. On en fait 40 et qui seront adaptés pour les personnes âgées. Alors, c'est compliqué à travailler avec les habitants, ce message, parce que les habitants qui devaient être relogés et qui sont relogés et qui ont plus de 75 ans ont pu penser à un moment donné que c'était pour eux. En vrai, nous, on sait que cette temporalité-là, donc on donne à voir qu'on a une vision sur le long cours avec l'ANRU,
Donc c'est important de le dire, parce que les habitants ont besoin de savoir que les élus ont une vision, et en même temps, les premiers concernés vivent aussi une forme de frustration, parce que c'est eux-mêmes qui ne pourront pas, alors qu'ils en ont besoin, alors que dans la question du relogement, c'est quelque chose d'essentiel, qu'il faut ensuite, dans le cas du relogement, justement, réadapter des logements qui n'étaient pas à la base. Donc il y a tout un travail de fond. Mais je crois d'ailleurs que le bailleur qui travaille sur cette question, c'est Veolia, est ici représenté. Et ce projet avance parmi d'autres. Il y a cette question du logement. Mais ça a été dit tout à l'heure, il y a aussi la question de l'aménagement. Donc l'aménagement, pour le coup, lui, l'aménageur a été nommé il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois. Donc on prend un petit peu de retard. Et pour autant, cette question du vieillissement sera au cœur de la question de l'aménagement. Parce que ça a été dit tout à l'heure par le collègue du 20e, il y a dans le logement, pour sortir du logement, et à l'extérieur du logement. La question de la marchabilité, c'est quelque chose qui est encore une fois une forme d'impensé. Mais si on veut que les personnes âgées se déplacent pour aller dans un commerce, pour aller voir leurs amis, pour aller au spectacle, il faut que l'espace urbain soit amical et qu'il n'y ait pas de petits pièges comme ça existe aujourd'hui. Moi, je vois ne serait-ce que pour traverser la départementale à Épinay, il faut prendre son temps, il faut prendre un casque, il faut être ultra vigilant parce que c'est très dangereux. Non, mais je veux dire, cette dangerosité-là empêche un certain nombre de personnes âgées de traverser la départementale, donc de se mouvoir dans la ville. Ce qui est donc, je le disais tout à l'heure, un problème républicain, d'espace, d'égalité, de traitement et de déplacement à l'intérieur même d'une commune, et qui aujourd'hui est difficile à mettre en place parce que la ville, évidemment, avait été pensée avec d'autres obligations et d'autres nécessités. Donc, d'une part, la question du logement, d'autre part, la question de l'aménagement, question d'attractivité aussi, mais toutes ces questions-là doivent être pensées et pour les personnes âgées et pour les jeunes, et que l'espace public ne soit pas un espace qui exclut, mais au contraire de le penser pour que les uns et les autres puissent d'ailleurs se rencontrer. Et donc la question de la place des bancs, c'est une question, tout le monde nous demande des bancs, mais dès qu'on met un banc quelque part, évidemment on a le droit à une pétition pour déplacer le banc de 15 mètres. De la même manière, on a aussi la question des places des toilettes publiques. Ça a l'air de rien, mais c'est déterminant si on veut que les personnes âgées puissent sortir tranquillement. Évidemment, si vous mettez si moi à Épinay demain, parce que je ne le fais pas aujourd'hui, mais si demain je le mets, les gens vont me regarder avec des grands yeux comme ça, puis qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le maire, ça va pas, vous avez craqué. Mais moi je sais à quoi ça correspond. Et les personnes âgées elles-mêmes me le demandent. Mais c'est vrai que la place des toilettes publiques aujourd'hui, en 2025, c'est pas d'une évidence totale dans l'espace urbain. Et pourtant, ça va devoir être nécessaire si on veut que les personnes âgées se trouvent bien dans l'espace public. Je te remercie d'avoir évoqué la question des seniors dans l'espace public parce que pour expérimenter notre sujet, hier, je me suis pris un bus RATP dans la figure qui m'a amené aux urgences à Cochin. C'est pour ça que vous voyez des petites cicatrices là. Et l'équipe m'a dit que c'était bien que la veille du colloque, j'expérimente les difficultés de la mobilité en ville. Donc, j'ai testé pour toi. Le bus va bien. Stéphane Troussel, peut-être un dernier round pour vous trois autour des spécificités quand même du vieillissement, notamment dans les quartiers populaires, dans les quartiers prioritaires de la ville, pardon, qui sont populaires aussi souvent. Je pense notamment à la question, ça a été évoqué tout à l'heure, de l'intergénération. Il y a beaucoup de jeunes, mais aussi une population croissante de personnes âgées. Donc comment tout ça cohabite? Qu'est-ce que vous inventez pour que ces générations puissent vivre ensemble? Il y a quand même la question de l'immigration, en tout cas d'origine, de populations d'origine étrangère qui sont plus dont le taux est plus élevé dans les QPV. Donc est-ce que ça c'est aussi une question, il y a l'intergénération, mais est-ce que la question culturelle joue aussi dans cette cohabitation entre jeunes et moins jeunes? Je pense aussi à la question du vieillissement des migrants. Enfin, il y a une population âgée, ce qu'on a appelé Chibani. Il y a eu quelques rapports parlementaires aussi sur la question et qui ont probablement et certainement une question de vieillissement spécifique qui se pose. Quelles sont au fond les spécificités qu'on a à traiter dans un département comme la Seine-Saint-Denis? Bon, je l'évoquais tout à l'heure. Encore une fois, le taux de pauvreté dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis, c'est le double de la moyenne nationale, 28% contre 14%. Une précarité qui accroît le risque de perte d'autonomie et sa plus grande précocité. Je donne un autre sujet, y compris, disons-le, les moyens publics disponibles
pour mener les politiques de transformation. Ouais, je ne cesserai, et a fortiori, quand Claire Mialot le disait, a fortiori quand l'argent public est rare, il va falloir l'utiliser de plus en plus à bon escient. Je considère par exemple qu'il n'est pas juste que le niveau de compensation de l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées soit de la part de l'État, soit plus faible en Seine-Saint-Denis qu'il ne l'est, j'espère qu'il n'y a personne de la Creuse, mais dans la Creuse. Pour une raison assez simple, c'est que les critères qui sont utilisés pour compenser la perte d'autonomie par l'État en Seine-Saint-Denis diminuent par exemple le niveau de précarité, puisque moi j'ai une part de personnes âgées qui perçoivent l'APA dès 60 ans, or un des critères qui est utilisé pour le calcul de la compensation par l'État, ce n'est qu'à partir de 65 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Damien parlait de la République égalitaire entre les citoyens et les territoires, aujourd'hui l'État met moins dans un territoire comme la Seine-Saint-Denis que dans d'autres. Et compte tenu des enjeux que tu évoquais, à la fois le niveau de pauvreté, mais la grande diversité culturelle, il va falloir y investir plus de moyens. Donc c'est certainement un des grands enjeux. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi, je veux remercier toutes ces initiatives comme le débat d'aujourd'hui. Parce qu'il faut que, s'agissant de nos quartiers, on commence à faire un peu évoluer le regard sur les politiques qui doivent y être menées, à la fois encore sur l'impact de la précarité et de la pauvreté, de cette grande diversité culturelle, oui, qui nécessite de diversifier les actions, diversifier les partenariats. Et c'est pour ça que le département a un peu pris la main sur cette question, pour peut-être davantage sensibiliser les maires, davantage sensibiliser les partenaires associatifs, davantage, il y a un certain nombre de bailleurs qui sont très mobilisés et très engagés, ce n'est pas forcément le cas encore de tous, mais pour multiplier et encore une fois diversifier les actions. On le fait par exemple avec cette carte Icaria où on multiplie des rendez-vous, des propositions de culture, de loisirs, encore une fois, dans la grande diversité des populations de la Seine-Saint-Denis. Avec le dispositif Tiers-lieux et autonomie et quartier inclusif, justement, ça nous permet, en fonction de la spécificité de tel ou tel quartier, d'adapter les propositions qui peuvent être faites. Voilà un peu, et encore une fois, je termine par là, et je rejoins ce que disaient Anne-Claire Mialot et Damien. Pendant trop longtemps, les politiques d'autonomie et celles de l'aménagement, elles ont été cloisonnées. Et donc, face à cet enjeu, cette transition démographique qui est déjà entamée, mais qui est vraiment un mur devant nous dans certains territoires, il faut avoir davantage une vision et une démarche beaucoup plus globale. Anne-Claire. Merci. Alors peut-être deux éléments de particularité par rapport à cette question du vieillissement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Je dirais qu'il y a une partie qui tient aux personnes qui habitent dans ces quartiers, une partie à la forme urbaine en tant que telle ou à ces quartiers en tant que tels. Pour ce qui concerne les personnes, ça a été dit, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce sont les quartiers qui regroupent les personnes les plus pauvres de France et les personnes âgées, du coup, les plus pauvres de France qui, du fait de la précarité de leurs conditions de vie tout au long de leur vie, peuvent être beaucoup plus touchées par des problématiques de santé, par des problématiques d'isolement aussi, beaucoup de familles monoparentales. Dans les familles monoparentales, beaucoup de femmes seules, âgées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et donc avec une fragilité renforcée qui nécessite une intervention de la puissance publique. On n'a pas le temps aujourd'hui de revenir sur ce sujet, mais je pense qu'avec Stéphane Troussel, on pourrait vous parler de notre expérience commune en Seine-Saint-Denis pendant la crise Covid, où on a bien pris conscience de ce que voulait dire la précarité renforcée des personnes âgées dans un département pauvre comme la Seine-Saint-Denis et des conséquences en matière sanitaire et en termes de mortalité, très concrètement, des inégalités de santé et d'accès aux soins pour les personnes âgées. Donc ça, c'est déjà un élément qui nécessite qu'on prenne en compte de manière plus particulière ces politiques publiques et qu'on réfléchisse
à des politiques publiques qui intègrent des réponses à l'ensemble de ces enjeux, dont la question de la santé, dont je n'avais pas encore parlé, mais qui me paraît centrale. On a besoin d'avoir des médecins, or souvent, on n'a pas forcément des médecins, ce qui va me permettre de faire le lien avec mon deuxième point. Le deuxième point, c'est effectivement la particularité des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui ne sont pas que des banlieues, comme vous le disiez tout à l'heure, qui peuvent être aussi des quartiers de centres anciens dégradés, mais qui souvent sont des quartiers qui sont caractérisés par des formes urbaines qui sont parfois vieillissantes quand on est dans les quartiers de grands ensembles, on en a parlé par rapport à l'adaptation des logements, des quartiers qui sont concernés aussi souvent par une faible présence de services publics, que ce soit les services publics de santé, les commerces, ce qui sont des enjeux essentiels pour garantir le bien-vivre des personnes âgées dans ces quartiers. Il nous faut des commerces au pied des immeubles, il faut des médecins, il faut des infirmiers, il faut que les personnes âgées puissent trouver sur place l'ensemble de ce dont elles ont besoin pour vivre. Et puis, le dernier élément de caractéristique, ce sont des quartiers qui souvent sont touchés encore plus par les vulnérabilités environnementales. C'est un point qui est là aussi très documenté. Les points noirs environnementaux sont majoritairement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec aussi des enjeux d'artificialisation très forts des sols et du coup de fragilité face au changement climatique. Et si on rajoute une couche par rapport à tous les enjeux dont on a déjà parlé, qui est celle de l'impact du changement climatique sur la vie dans les quartiers et de la conséquence encore renforcée sur les personnes âgées qui sont fragiles, rappelons-nous, là si on prend la canicule, la surmortalité dans les personnes âgées du fait de la canicule. Quand on habite dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, qu'on ne peut pas partir dans sa maison de campagne parce qu'on n'en a pas, qu'on vit dans un appartement qui n'est pas isolé, qu'on ne peut pas sortir dehors sur l'espace public parce que ce sont des grands parkings. Bien évidemment, on est en train de changer tout ça, mais dans l'imaginaire, il y a encore quand même des quartiers qui sont de cette manière-là. Bien sûr, on est plus sujet à la surmortalité. Et donc, on voit bien que par rapport aux crises qui se dessinent devant nous, on a besoin de prendre en compte cette question du vieillissement aussi face au changement climatique, avec le fait de mettre à disposition des pièces froides, mais aussi de travailler sur le reverdissement et la renaturation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc des enjeux qui sont très particuliers, qui valent bien évidemment pour les personnes âgées, mais qui valent plus globalement pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont un objectif de politique publique qui, à mon sens, doivent rester vraiment au cœur des priorités du gouvernement et des futures politiques publiques, et en tous les cas de la mobilisation des collectivités territoriales que vous représentez aujourd'hui. Merci beaucoup. Damien, pour conclure. Je vais tâcher d'être bref parce que je pense qu'on arrive vers la fin. Oui. Ouais, je le sentais arriver, ça. Non, mais du coup, c'est l'organisation de la ville, pour y répondre de manière globale. À Épinay, on a monté une maison de santé pluridisciplinaire où aujourd'hui il y a 9 praticiens et une maison sport-santé où on développe l'activité physique adaptée. Donc c'est une manière de répondre à la question du mouvement, tout ce que vous connaissez évidemment par cœur. Il y a aussi, Laure, on en a parlé, mais le plan local d'urbanisme. Dans mon PLU que j'ai adopté il y a 2 ans, on a donc cette question de marchabilité dont je parlais tout à l'heure, mais pas uniquement, on a aussi une OAP qui vise la fabrication d'un centre en co-living pour des personnes âgées dans le cadre de la problématique de résidence. Ils partent de la grande maison et avant d'aller à la maison de retraite, d'avoir une solution intermédiaire. Donc on répond structurellement. Après, tu posais la question de la question intergénérationnelle. Là, on est en train de monter, on a depuis maintenant quelques années ce que j'appelle moi la brigade des solidarités. L'idée, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs quand il y a soit un incendie ou quand il y a une crise canicule, c'est-à-dire qu'on appelle les gens comme tout le monde, hein, c'est obligatoire, mais aussi on va les voir, et c'est les réservistes bénévoles, habitants, citoyens engagés de la ville d'Épinay qui vont voir les personnes âgées juste pour voir comment ça va. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir les lycéens, enfin on les a déjà vus, première et terminale, pour les engager à venir avec nous pour aller voir les plus de 75 ans. On les prévient, les plus de 75 ans, on va les voir juste pour savoir comment ça va, leur donner 2-3 petits messages liés aux questions d'arnaque sur Internet et de vol à la ruse, donc des choses qui les font pas mal stresser et dans lesquelles bien souvent ils tombent. On en profite pour leur donner des informations relatives à la ville et à l'animation de la ville qui pourraient les intéresser. Mais du coup, ça fait que c'est porté et incarné par des jeunes de la ville avec d'autres réservistes qui sont un peu moins jeunes. Mais l'idée, c'est d'aller voir les plus âgés et que les plus jeunes aient un rôle citoyen auprès des plus âgés, des plus de 75 ans, pour les alerter sur tel ou tel danger et pour les informer. Et l'idée, c'est de lutter contre l'isolement et d'avoir un lien physique incarné. À Épinay, par exemple, on a un service qui s'appelle Présent pour vous, une personne, donc c'est un choix budgétaire. Et cette personne va voir les plus de 75 ans juste pour leur dire bonjour et pour prendre le thé avec elle. On a évidemment les travailleurs sociaux, mais là, l'idée, c'est toujours de raccrocher
à la réalité de l'incarnation, juste le contact humain pour essayer de continuer à travailler. Et tout ça dans un cadre global d'un plan senior qui a été adopté, plan senior 2025-2030, où les questions d'urbanisme, les questions de culture, de sport sont évidemment incarnées. Donc il y a tout ce travail-là de fond et de forme. Et de manière plus globale à l'échelle de villes et banlieues, mais aussi avec l'ensemble des élus locaux de ce pays, avec l'AMF, la MIF, bref, j'en oublie, mais on s'est réunis à Épinay-sous-Sénart il y a de ça 2-3 semaines. On a lancé l'appel d'Épinay-sous-Sénart, et dans l'appel d'Épinay-sous-Sénart, on pose la question du vieillissement de la population. Ce qui nous permet de continuer dans le débat public à venir alimenter cette question, de ne pas la laisser de côté. On a dit tout à l'heure que ça a été pendant un moment donné un impensé, grâce aux actions de l'ANRU, des départements et de Luc Broussy. C'est de moins en moins un impensé, parce que si on oublie d'y penser, on y pense à notre place et ça nous réveille. Et donc structurellement, on y répond à l'échelle de la ville, vous l'avez compris, à Épinay-sous-Sénart, mais de manière plus globale à l'échelle du pays, pour qu'on ait en tête cette question et qu'on commence à y trouver des réponses avec les moyens qui vont avec, évidemment.